En fait, après avoir fait ce spectacle, Maya est née grâce à Jean-François Varlet et Olivier Mine. Olivier Mine, que vous connaissez probablement pour les jeux télévisés, etc., qui a remis le théâtre à la télévision sur France 2 il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, et qui a commencé par une pièce qui s'appelle Le fil à la patte de Georges Feydeau. Et vous connaissez Georges Feydeau? Oui. Pour la plupart, oui. Sinon, vous pouvez découvrir, tapez Georges Feydeau sur Internet, vous aurez plein de trucs. Et donc, dans ce fil à la patte, il est question notamment d'une petite divette qui s'appelle Mademoiselle Maya, mais on ne la voit jamais. Elle n'existe pas, elle n'existe que par ce qu'on dit d'elle, voilà, et par son auteur qui s'appelle Camille Bouzin. Alors, un bousin, c'est une crotte, en fait, c'est un truc très malpropre et très, voilà, comme ça. Et Camille Bouzin lui a écrit soi-disant des tubes dont on parle aussi, mais qu'on ne connaissait pas puisqu'ils n'existaient pas. Et Jean-François Varlet, qui était le directeur artistique de toute cette aventure, de toute cette histoire de la pièce qui allait passer sur France 2, a eu l'idée de la faire sortir des pages de la pièce de Georges Feydeau pour la faire exister. Voilà. Et il m'a demandé à moi, puisqu'on travaillait déjà ensemble, lui en tant qu'interprète et compositeur, mais en tant qu'auteur sur des chansons, m'a dit: est-ce que tu te sens capable de prendre les titres de Georges Feydeau et d'écrire les chansons à la manière de l'époque? J'ai dit banco, on y va. Donc j'en ai écrit 2, voilà, et ça a été le départ de l'aventure pour Mademoiselle Maya, que j'ai incarnée, voilà, et elle s'est posée sur moi sans que je demande rien du tout en fait. Et elle et moi, donc, on est comme, voilà, comme 2 sœurs jumelles, voilà, comme Mrs. Hyde et Dr. Jekyll, quelque part, car Mademoiselle Maya est une divette très aimée par les hommes, très coquine sans le savoir, en fait, car elle écrit, elle chante des chansons à double sens coquin, mais dont pas un poil ne dépasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot grossier dans ces chansons, et c'est très très amusant. Et après avoir fait ce spectacle plusieurs reprises, etc., avec Jean-François, on s'est dit, et si on la faisait vraiment vivre? Donc je me suis mise à lire un petit peu plus de livres de l'époque, etc., pour m'imprégner vraiment de cette façon de vivre, d'être, de la façon dont c'était entouré, dont les gens étaient dans leur jus, quoi. Et peu à peu, Mademoiselle Maya s'est imposée à nouveau à moi avec ses souvenirs. Comment est-ce qu'elle est devenue Mademoiselle Maya? Comment est-ce qu'elle est devenue Divette? Comment est-ce qu'elle est arrivée à chanter dans les grands salons de l'époque? Si vous avez un petit salon, il y avait aussi des grands salons à l'époque où on recevait les artistes. Et comment est-ce qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, une divette reconnue, voilà, qui n'a d'existence que fictive et qui pourtant est si bien incarnée. Voilà. Vous la voyez là. Voilà, c'est Mademoiselle Maya. Voilà. Si vous voulez la regarder de plus près, vous pouvez vous la faire passer, voilà. Et du coup, moi je n'ai pas de livre de sortie, mais j'ai écrit, c'est pas terminé d'ailleurs, mais j'ai écrit une bonne partie de l'histoire de Mademoiselle Maya, et je vais vous lire le premier chapitre, hein, qui explique sa naissance et tout ce qui en suit. Mademoiselle Maya raconte, ou les cahiers intimes d'une divette de café-concert 1900. Préliminaire. Comment on m'a trouvée et comment je suis arrivée chez les petites sœurs d'après la mère Luche. Et comment j'ai été adoptée par papa et maman l'abeille. Je suis née d'un courant d'air et d'une gargouille sur les marches de l'église de Mézin-Petard dans le Jura, un 24 août 1869. C'est la mère Luche qui m'a ramassée en venant faire ses ablutions paroissiales dans le bénitier du percolateur. Il paraît que j'avais l'air d'un petit Jésus, entortillonné dans mes mauvais chiffons, et que je poussais déjà la chansonnette comme une joyeuse. C'est elle aussi qui m'a raconté tout ce qui suit de mon début dans la vie du bénitier au couvent. Le percolateur, quand il m'a vu, il s'est envoyé dardard un ch'tiocoup de vin de messe, et puis après avoir tâté sous mon manque de couche, il a déclaré « Ah ben mon Dieu, c'est une bâtarde de première, créneau de nom !» Il n'a pas tortillé du ciboulot longtemps. Il m'a fait conduire chez les petites sœurs de l'Immatriculée Conception,
où j'ai passé mes 6 premières années entre les patères et les avées et les caresses et les taloches des sœurs qui avaient plus l'habitude de récurer des consciences pas nettes que de torcher une belette. Un bon début dans la vie, qui m'a donné une providentielle avance sur absolution, ayant dû maintes fois par la suite à mon grand âne tirer le diable par la queue. Mais en attendant, le bon Dieu, qui ne me voulait que du bien, me faisait jouir pleinement d'une vie chaste et heureuse entre les mains expertes et bienveillantes d'une destinée hors du commun. Quand les autres gamines jouaient à cueillir fleurettes ou à saut de cailloux, moi, j'enfilais pieusement sur une cordelette, tout en disant mes prières, des haricots troués avec une aiguille de raccommodage, pour fabriquer des chapelets, que j'offrais aux petites sœurs ravies. Je devais toujours leur en offrir de nouveaux, car beaucoup d'entre elles les égaraient malencontreusement et régulièrement du côté des cuisines. De Maria, qu'on m'avait baptisée en l'honneur de la Vierge immatriculée Amen, je suis devenue Maya, très vite, parce que toute minaude, je n'arrivais pas bien à prononcer les R. J'aurais pu devenir bonne sœur si j'étais restée au couvent. Mais la vie m'en a voulu autrement, et après mes 6 ans, l'archevêque Uderien, qui faisait une tournée d'inspection, a décidé de me placer chez des gens en malheur d'enfant. J'ai quitté les petites sœurs en larmes, mais bien heureuse de ma nouvelle condition, avec la promesse de venir les visiter souvent de fois, et je me suis retrouvée chez mes parents adoptifs, Théodule et Cunégonde l'abeille, tenancier d'eau jambon dans le torchon, l'auberge de Bourg-la-Châtelaine. Théodule, un grand bonhomme moustachu, bedonnant, débonnaire, le tablier sur le ventre, le tiroir-caisse un peu coincé par la vis de la petite pingrerie, mais l'âme d'un poète quand il s'agissait de conjuguer cochon avec ripaille. Bon comme un jambon, et qui partait dans des éclats de rire gargantuesques qui le secouaient tout entier de la toque au godillot. Cunégonde, une petite femme bien plantée sur ses molettes coquelettes, la crête chignonneuse et le caquetage aigu, toujours le torchon à la main, un croupion de reine et un poitrail de bonne laitière, menant les hommes et surtout son mari d'une poigne experte inimitable. Avec un cœur tellement gros qu'on pouvait y loger toutes les pauvres âmes du diocèse, qu'elle recevait d'ailleurs une fois par semaine dans la grange au cochon après la messe du dimanche, pour un partage des restes de repas de la semaine, avec l'aide de monsieur le curé qui s'enfermait alors 1 heure tout seul avec elle pour faire les comptes de ses bienfaisants. Vrai, pour du changement, c'était du changement. Plus de matines, plus de genuflexions à tout va, plus de paternoster et tout le toutim, plus de binages matinaux en tous sens avec le jardinier et les novices. À la place, j'ai eu droit à un grand lit pour moi toute seule, avec un édredon en plume d'oie gros comme un jour de chagrin, et puis j'ai été à l'école du village avec les autres garnements et les coquines de mon âge. Je ne me suis pas embêtée chez papa et maman l'abeille. Après l'école, je venais les aider à l'auberge. Il y avait toujours des tas de choses passionnantes à voir ou à entendre dans la salle où les voyageurs de passage posaient leurs grosses fesses grasses. Il faut dire qu'il y en avait du beau monde. Hein. Entre les paysans du coin, les riches marchands ou les oisifs bien nés qui allaient visiter leur famille ou leur terre, j'avais pas le temps de me barguigner. J'ouvrais des mirettes et des esgourdes grandes comme des fours à pain, pour ne pas en louper une miette. J'ai vite compris qu'il y avait beaucoup plus à gagner en restant dans la salle d'auberge que de batifoler dans les champs avec les morveux du village. D'abord, j'y apprenais des bribes de bienséance, comme on dit chez les nantis. Et puis aussi à me débrouiller pour gagner 3 francs 6 sous que j'allais planquer sous mon matelas pour me faire un magot. Au début, j'essuyais les tables avec un vieux bout de chiffon pour faire comme ma mère. Je ramassais aussi les mouchoirs tombés des belles dames ou les brûle-gueules des charretiers bien avinés. Des premières, j'avais des sourires et des baisers mouillés, parfois une piécette. Des seconds, une petite taloche amicale derrière la caboche, et aussi des guignes ou autres babioles des marchands qui s'ennuyaient de leur couvée lointaine. Un jour qu'à l'école, on avait appris une chanson sur les cerises Le temps qui passe, je me suis mise à gazouiller dans la salle en passant mon torchon sur les tables.
Et voilà-t-il pas qu'un gros type me colle un demi-franc dans la note. Pour l'artiste, qui me dit, t'as un joli gosier, fillette. On dirait un petit pinson. Chante-moi une autre et je te redonne un sou. Oh, oh. Ben moi, pas bégueule, hein. Ni une ni deux, je l'ouvre à nouveau sur le cœur de la lune et l'ami Pierrot. Hein. Allez hop, voilà le sou qui tombe tout seul dans mon tiroir-caisse. J'ai pigé tout de suite qu'il y avait une fortune à se faire. Les chansonnettes, tout le monde en connaît au moins une. De ce jour, je me suis avalé tout ce qui se passait dans le coin. Comme j'étais une petite mignonne, les vieux et les vieilles demandaient qu'à m'apprendre. Les longues, les courtes, tout ce qui pouvait me venir aux lèvres, rien ne me rebutait, j'étais faite pour ça. Je connaissais tout par cœur. Des refrains de mariage aux saletés des poissardes qui faisaient mourir de rire toute la salle. Ma mère protestait pour la forme. Mais ça rapportait bien. Et mon père, qui n'était pas la moitié d'un couillon, en profitait pour resservir un petit gorgeon à ses clients. Et allez hop, par ici la bonne soupe. J'en ai passé des sacrés bons moments dans cette auberge. Mes premiers admirateurs m'appelaient familièrement Maya Pinson. D'ailleurs, je me suis fait piquer le nom par une certaine Mimi, qui entre nous n'en avait pas les trilles, bien qu'en ayant la tristesse du plumage, comme dirait mon bel ami Alfred. Pour les dames, je chantais des romances, des histoires tragiques qui se terminent par des morts toujours bien tristes, ou des fameux baisers, comme dans la vraie vie, quoi. Elles me donnaient des douceurs, des francs-freluches, des dentelles. Je gagnais presque aussi bien ma pitance que mes tauliers de parents. Mon père prélevait sa part de magot les jours gras en me disant « Je vais mettre ça de côté pour ta dot, hein. Faudrait pas que tu te fasses voler ou que tu les perdes à quelque part. » La bonne excuse. Je n'en ai plus jamais vu la couleur. Mais j'ai passé là une enfance que je souhaite à beaucoup et je me dis aujourd'hui que je leur dois bien ça. D'ailleurs, maintenant que je suis devenue une vedette de café-concert, j'ai les moyens de voyager sans gêne à mon tour et je vais leur rendre une petite visite en calèche un de ces jours avec mon vicomte. Ça va leur en faire une surprise, hein, pour sûr. Je suis partie de l'auberge à mes 14 ans, en douce, pour pas leur faire de peine, dans une carriole de passage. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous conterai plus tard. Aujourd'hui, j'en ai 18 bien comptés. Je suis entretenue, j'ai pris des cours de maintien, de diction, je suis reçue dans le grand monde, chez les gens comme il faut. Et ce n'est pas seulement Maya qu'on m'appelle, mais Mademoiselle Maya. Hein? Si c'est pas la vraie classe, ça? Je ne me voyais pas si bien achalandée le jour où je me suis tirée de cette paysannerie. Mon Théodule de père va se gonfler de bonheur et d'importance comme un beau dindon dodu. Et ma cunégonde de mère va s'empresser de sortir les verres en cristal des grandes occasions. Et ça va causer dans le village jusqu'à la Saint-Glinglin. Quand j'y pense, ça me paraît tellement loin ce temps-là. J'étais encore une enfant, innocente et blanche comme une oie. Paris me tendait ses grands boulevards comme les bras d'un amant gourmand, et je me précipitais, les yeux fermés, le cœur confiant et l'espoir en bannière, ouverte à toutes les bonnes occasions. Et je n'ai pas été déçue. Il me suffit de relire les pages maladroites de mes premiers cahiers. J'avais encore l'accent et le parler de par chez nous, et j'avais l'air d'une vraie péquenaude. Mais j'avais à cœur de noter mes aventures, comme me l'avaient appris les sœurs, qui consignaient tout dans de grands livres lourds chaque jour que Dieu fait.